À l'INSEE, la mobilité sociale est mesurée par la mobilité socio-professionnelle. C'est-à-dire que... vous pouvez passer là. C'est-à-dire qu'on compare la catégorie socio-professionnelle, la PCS, d'une personne à celle de ses parents. Et on fait ainsi des analyses de trajectoire intergénérationnelle. Alors l'avantage d'utiliser la PCS, la catégorie socio-professionnelle, c'est que c'est une mesure qui est stable dans le temps, et ce, depuis 1982. Un autre de ses avantages, c'est que c'est une nomenclature qui a été conçue pour combiner plusieurs facteurs, métiers, revenus, diplômes. Mais on peut aussi choisir de mesurer la mobilité sociale à partir d'un seul de ces facteurs. On considère qu'il y a mobilité sociale lorsque la personne et son parent relèvent de catégories socio-professionnelles différentes, et qu'il y a immobilité ou reproduction sociale lorsque la personne et son parent ont la même PCS. Pour effectuer cette comparaison, on fait le choix d'un parent. Pendant longtemps, ça a été le père, on y reviendra. Et on fait vraiment 2 photos, un pour l'enfant et un pour le parent, en faisant en sorte de se placer à âge comparable. Alors, la source principale de données qui permet le suivi de la mobilité sociale à l'INSEE, c'est l'enquête formation et qualification professionnelle, FQP. C'est une source qui existe depuis 1964. Depuis, 7 enquêtes ont été réalisées, dont la dernière en 2014-2015. C'est une enquête qui est très riche, donc elle permet de mesurer l'origine sociale en récoltant notamment la PCS et le diplôme des 2 parents. Mais elle dispose aussi de beaucoup d'informations sur les parcours de formation, la scolarité initiale, la formation professionnelle, sur la mobilité en cours de carrière et sur les liens donc, avec l'emploi et les revenus tirés du travail. Donc elle permet des comparaisons temporelles grâce à la reprise à l'identique de questions d'une édition à l'autre, et donc ce sur longue période. Une autre source possible pour avoir une mesure de la mobilité sociale, c'est l'enquête emploi. On y collecte en effet la profession et donc la PCS des 2 parents, mais par exemple, on n'y collecte pas de façon annuelle le diplôme des parents. On a la profession des pères depuis 1982 dans cette enquête et la profession des mères depuis 2003. Cette enquête est disponible annuellement, mais on peut noter que la mobilité sociale étant un phénomène structurel, il n'y a pas nécessairement de sens à l'observer tous les ans, à en observer les variations annuelles. À noter, l'enquête emploi a été rénovée, donc là en 2021, et les questions sur l'origine sociale sont désormais alignées sur celles de l'enquête FQP, ce qui devrait permettre d'en améliorer la qualité, car jusqu'ici, en fait, la PCS des mères était assez mal renseignée et ça limitait les possibilités d'exploitation de l'enquête. Un autre avantage, l'enquête emploi couvre les DOM, ce qui n'est pas le cas de l'enquête FQP, qui est sur le champ métropole, avec seulement en 2015, la dernière, un échantillon sur la Réunion et la Guadeloupe. Alors là, vous avez quelques exemples de références clés, alors c'est très succinct, de travaux de recherche, notamment sur la mobilité sociale. L'INSEE fournit avec les enquêtes FQP et enquête emploi les informations de base, les moyens de mesurer la mobilité sociale, et ce sur longue période. L'introduction de ces questions dès l'origine dans l'enquête FQP en 1964 a contribué à développer l'intérêt sur ce thème et en retour a fait de cette enquête une source un peu privilégiée des analyses sur cette thématique. La recherche en sciences sociales s'en est très largement emparée, si vous avez vraiment quelque chose de très bref. Une analyse vous allez un tout petit peu trop vite, une analyse socio-historique de 2010 notait que la thématique des inégalités sociales et de leur reproduction représentait les 2/3 des publications qui avaient été réalisées à partir des éditions 64 à 2003 des enquêtes FQP. Là, vous pouvez passer à l'autre. L'INSEE publie aussi de façon régulière sur la question, même si de façon moins fournie ces derniers temps. Donc là aussi, vous avez quelques références assez récentes et d'analyses sur longue période, notamment à partir des enquêtes FQP. Et on va aborder à partir des toutes dernières qui sont citées ici, dans le second temps de cette présentation, quelques grands résultats tirés des dernières exploitations. On peut passer. Alors, comment la mobilité sociale a-t-elle évolué en France ces dernières années ? On peut passer à la suivante. Alors, les analyses de la mobilité sociale ont longtemps porté uniquement sur les hommes, parce que le faible taux d'activité des femmes et les caractéristiques de leur emploi ont rendu difficile pendant longtemps la comparaison de leur position professionnelle avec celle de leurs parents.
Mais au cours des dernières décennies, eh bien, ce taux d'activité des femmes et les caractéristiques des emplois se sont rapprochés de ceux des hommes. Et désormais, il est possible de s'intéresser à la mobilité sociale des femmes. Donc on peut comparer la PCS des femmes à celle de leur mère. Alors évidemment, la moindre participation des mères au marché du travail limite le champ d'analyse, puisque les femmes dont la mère n'a jamais travaillé sont exclues du champ. Ceci étant, sur les dernières années, on peut quand même comparer sur longue période sur des échantillons suffisamment grands pour que les résultats soient fiables. Et de manière complémentaire, on peut comparer toujours les femmes à leurs pairs. Dans les quelques résultats qu'on va vous présenter, on utilise la nomenclature suivante, donc à partir des PCS, en 6 catégories, avec 2 catégories d'indépendants et 4 catégories de salariés, de façon assez classique, donc hiérarchisée comme suit, 4 professions intermédiaires, employés, ouvriers. Avec une petite différence par rapport à d'habitude, les employés et ouvriers sont regroupés, mais distingués selon qu'ils sont qualifiés ou non qualifiés. Le champ d'analyse, ce sont les personnes qui sont en emploi ou bien qui l'ont été, qui ont travaillé. Dans ce cas-là, on regarde la PCS du dernier emploi qu'elles ont occupé. C'est les personnes âgées de 35 à 59 ans. Et on compare leur PCS à celle de leur père ou de leur mère à la fin de leurs études, en considérant que les parents étaient à ce moment-là dans cette même tranche d'âge de 35-59 ans. Alors sur les résultats, si on regarde entre 1977 et 2015, pour les hommes, on constate une mobilité sociale qui est restée quasi stable. Environ 2/3 des hommes relèvent d'une catégorie socio-professionnelle différente de celle de leur père aux 2 dates. Et c'est la même chose si on regarde sur les 20 dernières années, entre 1993 et 2015. Pour les femmes, on a en 2015 une mobilité sociale qui dépasse celle des hommes, puisque 71% d'entre elles ont une PCS différente de celle de leur mère et 70% une PCS différente de celle de leur père. Ce taux de mobilité sociale a progressé de 12 points en 40 ans par rapport aux mères et de 6 points en 40 ans par rapport aux pères. En revanche, si on regarde juste les 20 dernières années, donc entre 1993 et 2015, date des enquêtes FQP, on est sur un taux de mobilité sociale stable aux environs de 70% par rapport aux mères et par rapport aux pères. Alors sur cette période, la société française a connu de grandes transformations, l'essor du salariat, le recul de l'emploi industriel, tertiarisation de l'économie, le développement de l'emploi qualifié. Ça a évidemment des impacts sur la mesure qu'on fait de la mobilité sociale. En particulier, la forte décroissance de l'emploi non salarié entraîne naturellement moins de mobilité entre catégories non salariées, indépendants et salariés. Des mobilités qu'on dit de statut. Et corollaire, il y a davantage de mobilité entre les catégories de salariés, celle qu'on appelle la mobilité verticale, parce que ces catégories de salariés, on arrive à les hiérarchiser. Donc on a à la fois plus de mouvements ascendants et plus de mouvements descendants. Mais les mouvements ascendants restent plus fréquents que les descendants pour les hommes par rapport à leur père et pour les femmes par rapport à leur mère. Toutefois, pour les hommes, sur la période, la prédominance des mouvements ascendants s'est réduite, et essentiellement au cours des 20 dernières années. Pour les femmes, on a plus de mouvements ascendants. Ça s'explique par le niveau socio-professionnel des mères qui est nettement inférieur à celui des pères. Si on compare les femmes par rapport à leurs pères, cette fois, les mobilités descendantes sont sur toute la période toujours plus fréquentes que les mobilités ascendantes. Autre point, on l'a dit, sur longue période, il y a de gros effets de structure. Alors on peut essayer de quantifier la part de la mobilité sociale qui est liée à l'évolution de la structure des emplois d'une génération à l'autre, la part de la mobilité structurelle. Donc cette part, elle est pour les hommes de 24% en 2015 et de 35% pour les femmes. Cette part de la mobilité structurelle, elle a baissé en fait sur les 40 ans qu'on observe ici. Et elle a baissé davantage pour les hommes que pour les femmes. En fait, les modifications de la structure des emplois masculins sont surtout intervenues au sortir des 30 glorieuses. Et au cours des 40 dernières années, la structure des emplois des hommes et celle de leurs pairs se sont rapprochées. Pour les femmes, il y a eu davantage de changements depuis la fin des 30 glorieuses. Donc il y a aussi un rapprochement de la structure des emplois des femmes et celle de leur mère, mais il est moins marqué. Ce graphique, on peut passer, il ne fait qu'illustrer les éléments que je viens de dire. Alors si on s'intéresse maintenant à la fluidité sociale. Ce qu'on appelle la fluidité sociale, c'est une mesure, en fait, on compare les chances relatives d'accéder à une catégorie socio-professionnelle plutôt qu'à une autre, en fonction de l'origine sociale. C'est une forme de mesure d'égalité des chances.
On constate pour les femmes comme pour les hommes que la fluidité sociale a fortement progressé entre tous les groupes sociaux sur cette période des 40 ans. Mais la réduction des inégalités s'est principalement déroulée entre la fin des années 70 et le début des années 90, et elle a tendance à stagner depuis. Donc on va l'illustrer avec la diapo suivante. Là, vous avez une mesure de la fluidité sociale entre la catégorie cadre et la catégorie employé-ouvrier qualifié. Si vous regardez juste la courbe bleue, par exemple, en 1977, on a un fils de cadre qui a 28 fois plus de chances qu'un fils d'ouvrier employé qualifié de devenir cadre plutôt qu'ouvrier employé qualifié. En 1993, un fils de cadre n'a plus que, si on peut dire, 12 fois plus de chances qu'un fils d'ouvrier employé qualifié de devenir cadre. Et si on regarde en 2015, on est sur ce même écart de 12 fois plus de chances. Donc entre ces catégories sociales, et sur ce graphique-là, on voit très nettement le palier qui intervient à partir du début des années 90. Voilà, pour terminer, quelques résultats d'une autre étude, toujours à partir de l'enquête FQP, mais avec une approche complémentaire, celle de la mobilité subjective ou ressentie. Je dis au début, la PCS est une mesure stable dans le temps et c'est un de ses gros avantages, mais c'est aussi une limite parce qu'elle ne rend pas compte de l'évolution de la hiérarchie des emplois. On peut exercer la même profession que son père et en avoir une appréciation différente au regard des évolutions de la société parce que l'emploi qualifié a augmenté et qu'on le constate. Donc, à partir de FQP 2003, il y a une question qui permet de mesurer une mobilité ressentie. Alors, de façon assez cohérente avec la hausse globale de la qualification des emplois, en 2015, on a près de 4 personnes sur 10 qui expriment un sentiment d'ascension sociale. On en a un quart qui se considère déclassé socialement. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un lien assez fort entre la mobilité sociale qu'on mesure avec la PCS et la mobilité ressentie. Il est plus fréquent de se sentir déclassé quand on est dans une mobilité descendante. Et dans ce cas-là, plus il y a d'écart entre la PCS du père et la sienne, plus le sentiment de déclassement est fréquent. Mais le sentiment de déclassement, il concerne aussi des personnes qui ont une mobilité descendante, une mobilité de statut ou qui appartiennent à la même PCS que leur père. En particulier, 34% des personnes qui sont cadres comme leur père ressentent un déclassement. Alors cette étude, elle fait aussi une analyse un peu plus finement avec une analyse par profession et elle fait un lien entre le sentiment de déclassement et les conditions d'emploi. Notamment, pas seulement, mais notamment au sein des employés et des ouvriers. Le sentiment de déclassement est d'autant plus fréquent pour les personnes, les professions qui ont les conditions d'emploi moins favorables. Vous avez quelques catégories citées ici, ouvriers agricoles, caissiers, vendeurs non spécialisés, serveurs. C'est des catégories, des professions où le temps partiel subi, les contrats précaires, le chômage, les revenus aussi sont moins bons. Et c'est en lien avec le sentiment de déclassement plus fréquent. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Très bien, merci. Monsieur Derricou. Oui, très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à présenter les travaux de France Stratégie sur les questions de mobilité sociale. Et puis merci aussi d'avoir organisé cet événement dans la vraie vie, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on ne fait que des conférences par Zoom et autres, donc c'est très appréciable, dans le respect des distances, etc. Alors, je vais commencer par un certain nombre de définitions, de remarques méthodologiques. Ensuite, je vous présenterai rapidement un certain nombre de travaux que nous avons publié récemment sur la question de la mobilité sur les revenus. Et puis, j'essaierai de répondre à la question qui m'avait été posée quand on m'avait invité, à savoir, la France fait-elle pire que ses voisins et est-ce de pire en pire, en quelque sorte. Donc, si on peut passer à la première slide, s'il vous plaît. D'abord, quelques définitions. Étudier la reproduction des inégalités, qu'est-ce que c'est? C'est se demander dans quelle mesure le statut des parents, qu'on peut mesurer de différentes manières, soit par la profession, comme vient de le présenter l'INSEE, soit par les revenus, le patrimoine, le niveau d'éducation, et encore d'autres dimensions. Et donc dans quelle mesure le statut des parents se transmet en moyenne à leurs enfants. J'insiste sur le « en moyenne »,
parce que dans les débats sur la mobilité sociale, on a tendance à voir l'inégalité des chances comme un pur déterminisme social, enfin l'effet d'un pur déterminisme social total, c'est-à-dire que l'origine sociale déterminerait la trajectoire et les revenus, la profession des enfants. Or, c'est vrai en moyenne, mais évidemment, à un niveau individuel, pour le dire assez simplement, on va retrouver des enfants d'ouvriers parmi les ménages aisés, parmi les ménages plus modestes, et inversement, on va retrouver des ménages qui ont une origine, qui ont des parents cadres, parmi les ménages aisés, parmi les ménages modestes. Donc il y a des gens qui se retrouvent en haut et en bas de la distribution des revenus et des professions, et finalement, l'origine sociale n'explique qu'une part marginale de l'inégalité de revenus dans la société. C'est environ 15% des inégalités de revenus qui sont expliquées par l'origine sociale, ce qui veut dire qu'en gros, on a 85% de l'inégalité qui est de l'inégalité à origine sociale donnée, à l'intérieur de catégories sociales, d'origine sociale donnée. Et donc, encore une fois, l'idée c'est que on va avoir une inégalité des chances entre enfants d'ouvriers et enfants de cadres en moyenne, mais que parler de déterminisme social, c'est, pour le dire rapidement, aller au-delà de ce que nous disent les données. Alors, plusieurs approches sont complémentaires dans l'étude de la mobilité sociale. J'ai parlé des différentes dimensions, la profession, le revenu, le patrimoine, le niveau d'éducation. Ce qui est compliqué, vous le verrez, c'est la disponibilité des données, notamment au niveau international. Et donc, la plupart des études se sont concentrées sur la profession et le revenu, avec des limites très importantes d'ailleurs, sur lesquelles je reviendrai rapidement. Et à France Stratégie, nous avons voulu insister sur la dimension de revenu. Donc avec un premier éclairage, si on peut passer au slide suivant, où on a regardé, c'est une publication de 2018, on a regardé l'origine sociale des différents déciles de revenus. Donc là, chaque barre verticale représente un décile de revenus, donc les plus modestes à gauche, les plus aisés à droite, avec un zoom sur le top 10%, donc ce sont les barres de droite, et même un zoom sur le top 1%, donc c'est l'avant-dernière barre au-dessus de C99. Et ce que montrent ces barres, c'est la composition en termes d'origine sociale des différents déciles de revenus. Donc vous voyez que plus on va vers la droite, plus la couleur bleu turquoise, qui représente les enfants de cadres supérieurs, plus cette couleur prend de la place, jusqu'à représenter quasiment la moitié, tout à droite, dans le top 1%. C'est-à-dire que plus vous allez dans les hauts revenus, plus vous avez d'enfants de cadres, et moins vous avez d'enfants d'ouvriers, et notamment d'ouvriers non qualifiés. Ce sont les couleurs bleu foncé en bas du graphique. Encore une fois, on retrouve quand même des enfants d'ouvriers et d'employés, même au sein du top 10%, même au sein du top 1% des revenus. Donc il n'y a pas de déterminisme pur sur le destin des individus de l'origine sociale, mais évidemment, plus on est vers la droite, plus il y a de cadres et moins il y a d'ouvriers. Alors ça c'est pour les constats sur l'origine sociale. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Une autre manière de représenter ces données, c'est de regarder le destin des individus selon la profession de leurs parents. Donc là, vous avez, ce sont exactement les mêmes données du graphique précédent, mais présentées d'une manière différente, où là, on vous dit la probabilité d'accès des enfants selon leur origine sociale au top 20% des revenus, ça c'est les barres bleues, versus aux 20% des revenus les plus faibles. Ce sont les barres oranges. Et donc là, vous voyez que évidemment, il y a des inégalités des chances très importantes, au sens où la probabilité d'un enfant de profession libérale est 5 fois d'accéder aux 20% des revenus les plus élevés et 5 fois plus importante que les probabilités d'un enfant d'ouvrier agricole. Et inversement, les probabilités d'accès au bas de la distribution des revenus sont plus importantes pour les individus d'origine modeste. Donc on avait mesuré qu'environ 1 000 € par mois en niveau de vie séparer un enfant de cadre et un enfant d'ouvrier. Et un autre résultat complémentaire de l'étude, c'était que sur ces 1 000 €, il y en a 500 qui viennent des écarts de niveau d'éducation entre les enfants de cadre et les enfants d'ouvrier. Donc en gros, l'éducation explique
c'est le canal qui explique la moitié, la part la plus importante est la moitié des écarts selon l'origine sociale. Et donc le facteur éducatif est primordial si on veut lutter contre la reproduction des inégalités. Alors les autres 500 €, ça va être des différences qui ne sont pas liées au niveau de diplôme, mais qui vont être liées à la qualité du diplôme, à l'orientation dans les filières. Certaines professions vont s'orienter dans des filières plus professionnelles, d'autres des filières qui vont leur amener vers qui vont les amener vers des professions mieux rémunérées. Et puis après, il y a les facteurs qui sont propres à l'insertion sur le marché du travail. À diplôme donné, vous vous insérez mieux si vous avez un réseau social plus conséquent. Si vous êtes fils de cadre, vous avez un réseau social plus conséquent en moyenne que si vous êtes un enfant d'ouvrier, et donc vous allez vous insérer mieux. Alors ça, c'est pour la dimension origine sociale. On a fait une étude complémentaire pour s'interroger sur la dimension territoriale de l'inégalité des chances. Donc là, on va passer à la slide suivante. Là, on se concentre sur des individus qui ont la même origine sociale, en l'occurrence des enfants d'ouvriers et d'employés. Ça représente à peu près 40% de la population. Et on compare le niveau de vie à l'âge adulte de ces enfants d'ouvriers selon leur territoire d'origine. Donc là, c'est une carte où on montre là où les gens ont grandi. Ce n'est pas là où les gens résident forcément. Une grande partie des gens résident là où ils ont grandi, mais il y a aussi des gens qui bougent. Là, la carte, elle dit par exemple que à Paris, parmi les enfants d'ouvriers et d'employés qui ont grandi à Paris, le niveau de vie médian est de l'ordre de 1 700 € contre 1 400 € à Calais, à Lille ou à Perpignan. Et donc, cette carte, elle montre quoi? Elle fait apparaître des grandes continuités de couleurs. Donc, ça veut dire qu'on a des grandes régions qui vont être favorables. Donc ça va être l'Île-de-France. Les zones les plus favorables sont en foncé. Ça va être l'Île-de-France, les zones frontalières de la Suisse, l'Alsace, le Sud-Ouest, Toulouse, un certain nombre de grandes métropoles aussi. Et à l'inverse, on a un ensemble de territoires concentrés au nord et au sud du pays qui sont peu favorables aux individus. Donc principalement dans les Hauts-de-France et puis au sud de l'ancienne région Languedoc-Roussillon et en Corse. Donc avant tout, si on s'intéresse à la dimension territoriale de l'inégalité de destin, on se rend compte que les écarts sont avant tout régionaux. À l'intérieur des régions, on a finalement assez peu d'écarts entre grandes villes, petites villes, territoires ruraux. Si vous prenez le cas particulier de l'Île-de-France, vous remarquez aussi que la Seine-Saint-Denis est plutôt foncée. Donc c'est un territoire qui est très pauvre, mais faisant partie d'une région très riche, et donc les individus qui y grandissent finalement bénéficient de ce niveau de développement plus élevé en région Île-de-France, et donc vont avoir des perspectives plus importantes que les individus de même origine sociale qui ont grandi dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple. Et l'autre enseignement, c'est que bien sûr les écarts entre territoires, ils sont fortement liés au développement régional, et pas autant qu'on aurait pensé au niveau d'éducation. On a des niveaux d'éducation qui vont varier selon le territoire d'origine, mais ces niveaux d'éducation, ils expliquent finalement assez peu des écarts que vous constatez sur la carte. Et donc c'est vraiment bêtement, si je puis dire, le niveau de développement du territoire qui va expliquer les inégalités de destin. Oui ? Alors malheureusement, la Lozère, comme souvent, étant un territoire peu peuplé, ne parvient pas à réunir suffisamment d'observations dans les données pour que ça soit statistiquement significatif. Donc là, on est parti des données de l'échantillon démographique permanent qui est produit par l'INSEE. On avait à peu près 100 000 individus. On a fixé un seuil pour que ça ait un sens, de mémoire à 250 individus. Et donc la Lozère, voilà. Donc la Lozère, là c'est le fait que la Lozère est très peu dense et que, voilà. C'est vrai, je suis d'accord, il n'y a pas les DOM non plus, on avait espéré pouvoir inclure les DOM également et ça n'est pas possible non plus. Donc si on passe au slide suivant, donc je vous disais que les écarts étaient avant tout régionaux, peu d'écarts entre zones rurales et et villes moyennes ou grandes métropoles. On a quand même des écarts importants de destin à une échelle fine qui est l'échelle du quartier. Donc si vous zoomez à l'intérieur des grandes métropoles,
Si vous distinguez les quartiers favorisés et les quartiers les moins favorisés, donc là, on est sur des données, je ne l'ai pas dit, mais on est sur l'échantillon démographique permanent, on est sur des données qui durent sur une trentaine d'années. On a regardé les enfants dans les années 90, où est-ce qu'ils ont grandi, et on a observé ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est qu'on a regardé les quartiers défavorisés ou favorisés des grandes métropoles dans les années 90, et on a regardé quelles étaient les inégalités de destin, et on retrouve encore des inégalités importantes au sein de la plupart des grandes métropoles, à quelques exceptions comme Nice ou la région parisienne. Ce qui était important aussi, c'est qu'à cette échelle-là, à l'échelle des quartiers, c'est vraiment le niveau d'éducation qui va expliquer les écarts de destin. C'est-à-dire que si vous grandissez dans un territoire peu favorisé à l'intérieur d'une métropole ou d'une grande agglomération, vous allez moins souvent qu'ailleurs faire des études supérieures, et c'est ce facteur-là qui va faire que vous aurez des perspectives de revenus plus faibles. Alors, on va passer au slide suivant, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais donc je vais aller très vite là-dessus, sur finalement ce qu'on sait vraiment de la mobilité intergénérationnelle des revenus en France en comparaison internationale. C'est un sujet qui, paradoxalement, est très peu documenté. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a très peu de données qui permettent d'observer les revenus des parents et les revenus des enfants de manière précise, parce qu'il faut en fait compiler des données sur plusieurs décennies, retracer l'historique des individus. Et si on veut faire bien les choses, ça coûte cher, et très peu de pays disposent des données qui permettent de faire un tel travail, essentiellement en Scandinavie et aux États-Unis. Et pour le reste, on a des données de qualité relativement modeste, on va dire, notamment sur la France, comme dans beaucoup de pays. Les revenus des parents sont imputés dans toutes les études, c'est-à-dire que les études ne peuvent pas directement observer le revenu des parents. Donc il y a une méthode indirecte qui s'ouvre d'un certain nombre de biais et qui est utilisée, et il n'y a pas mieux aujourd'hui. Deux approches complémentaires dans la littérature. Une approche sur l'inertie des revenus. Donc, on va regarder dans quelle mesure des écarts de revenus entre parents se transmettent à la génération d'après, en euros. Et une autre approche en termes de reproduction de la position, où là on va non pas regarder les revenus, on va regarder la position des parents, c'est-à-dire dans le rang des parents et le rang des enfants, et dans quelle mesure le rang des deux générations est lié. Alors pour la France, on n'a que des résultats sur l'inertie des revenus. Donc encore une fois, c'est la part de l'écart entre deux parents qui subsiste à la génération suivante. Et le chiffre qu'il faut retenir, on a plusieurs estimations qui sont relativement concordantes compte tenu de l'imperfection des données que j'ai dit tout à l'heure, avec une inertie de l'ordre de 40%. Donc si vous avez un écart de 100 entre deux parents, l'écart entre les enfants de ces parents-là sera de 40. Alors c'est beaucoup plus que les bons élèves. La Scandinavie, le Canada tournent plutôt autour d'une inertie de 10 ou 20%. Sur un écart de 100, il reste que 10 à la génération d'après, nous il reste 40. Donc ça c'est les bons élèves. Mais la France n'est pas forcément le pire élève pour autant. C'est-à-dire qu'on se situe dans un groupe de pays avec de l'inégalité des chances, au même titre que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et encore d'autres pays. Et l'autre résultat, c'est qu'on a peu d'évolution significative dans le temps. On n'a pas de preuve que finalement, en tout cas depuis une trentaine d'années, il y ait une amélioration ou l'inverse sur l'inertie. Les données ne sont pas de qualité suffisante pour pouvoir conclure à ce sujet. Donc, est-ce qu'on pourrait passer à la slide suivante? Merci. Non, mais je vais pas rentrer là-dedans. Je voulais juste, j'ai pas forcément le temps de développer. Je voulais juste souligner un paradoxe sur la France, qui était que la France se caractérise, contrairement à ce qu'on dit souvent, par une baisse de l'inégalité de revenus sur longue période. Alors que dans la plupart des pays comparables en Occident, on a plutôt une hausse tendancielle de l'inégalité de revenus. En France, c'est l'inverse. Donc, c'est ce que vous voyez sur ce graphique. Et le paradoxe, c'est que normalement, ça devrait jouer en faveur de la France. C'est-à-dire que si l'inégalité baisse par rapport aux autres pays, ça devrait avoir un effet favorable
sur l'inertie, c'est-à-dire ça devrait baisser l'inertie des revenus. On ne devrait pas avoir une inertie aussi importante. Et donc, une manière de résoudre le paradoxe, c'est peut-être de dire que la France est caractérisée par peut-être un niveau de reproduction des positions qui est important et qui fait que même si on a une réduction des inégalités dans le temps, eh bien, on va avoir quand même une inertie qui va être importante. Je pourrais répondre à vos questions sur les aspects plus techniques. Là, je brosse vraiment à gros traits. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant ? Voilà. Et donc, je voulais encore souligner le fait que les données sont perfectibles, notamment en France, malgré les investissements énormes et très coûteux qui ont été réalisés. Et il y a quand même une note d'espoir, c'est que l'échantillon démographique permanent sur lequel l'INSEE a investi depuis maintenant, je pense, une quarantaine d'années, non, c'est ça, va permettre vraiment, d'ici un horizon relativement proche, de considérablement améliorer notre connaissance sur ces questions-là, puisqu'on va avoir des échantillons vraiment conséquents. Et donc, d'ici 5 ans, on pourra dire beaucoup plus de choses. Malheureusement, je ne pourrai pas vous en dire plus aujourd'hui. Et peut-être une dernière slide sur la question des héritages, puisque vous aviez évoqué ce sujet dans l'invitation. On a fait une note sur le retour des héritages en France sur longue période, où on montrait que les flux de transmission de patrimoine avaient augmenté de façon très importante depuis une trentaine d'années. Les héritages, c'était 8%, c'était l'équivalent de 8% du revenu disponible il y a une trentaine d'années, et c'est 20% aujourd'hui. Et selon nous, ça va encore augmenter jusqu'à un chiffre de l'ordre de 35% au milieu du siècle. Et donc, derrière cette question du retour de l'héritage, il y a aussi la question de l'inégalité des chances, puisque avec en plus dans le futur les baby-boomers qui vont transmettre leur patrimoine, on sait que parmi ces générations, le patrimoine est très concentré. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une société à 2 vitesses dans les décennies qui viennent, l'héritage se rajoutant comme facteur d'inégalité des chances, puisque un individu sur 2 n'hérite que de très peu ou de sommes relativement modestes. Donc peut-être que l'héritage va être facteur d'inégalité des chances, mais encore une fois, la question des données va être essentielle, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui exactement mesurer l'ampleur de l'effet des héritages sur l'inégalité des chances, du simple fait qu'on hérite tard. Et donc il est compliqué de savoir dans quelle mesure un individu va être aidé par ses parents, par ses grands-parents, et de savoir dans quelle mesure le patrimoine va s'ajouter aux revenus comme facteur d'inégalité des chances, ou au contraire va pouvoir, dans certains cas, pouvoir compenser des inégalités de revenus. Donc voilà, je vous remercie. Il est très important à chaque fois, surtout quand on parle de conséquences au niveau de l'action politique publique, de quel type de mobilité on parle, parce qu'il y a plusieurs facettes, dimensions. Déjà, il y a l'aspect qui était discuté jusqu'à maintenant, c'était la mobilité intergénérationnelle, donc entre la mobilité des enfants par rapport à leurs parents ou grands-parents. Mais ce qui est important aussi, c'est bien sûr la mobilité individuelle, la mobilité au cours de l'existence des individus que nous avons donc aussi analysé dans le rapport qui est sorti il y a 2 ans. Ensuite, il y a différentes dimensions. Dans la première présentation, on a vu surtout le troisième bullet, le statut socio-professionnel, parfois aussi appelé classe sociale, qui est plutôt le focus des études sociologiques. Il y a aussi la mobilité des revenus, les gains d'activité, les revenus disponibles, le patrimoine, ce qui était dans le centre de la présentation de tout à l'heure, c'était en cours. Au-delà de ça, il y a, bien sûr c'est lié, mais il y a aussi la mobilité en termes d'éducation que nous avons regardé. Et finalement, ce qui est un peu moins discuté dans le débat public, mais ce qui est important, il y a aussi l'aspect de mobilité de santé, ce qui est peut-être très important en ce moment-là. Et ensuite, dans toutes ces dimensions, bien sûr, il y a 2 degrés à concevoir. C'est d'une part la mobilité absolue, donc à quelle mesure le niveau d'éducation, de salaire, de revenus réels est plus élevé que celui des parents.
Dans des sociétés plus riches, il y a plus un focus sur la mobilité relative. Donc la première, la mobilité absolue, c'est un peu la vitesse de l'ascenseur social. Okay? Le deuxième, c'est le positionnement sur l'ascenseur. Donc où on se retrouve vis-à-vis de la position de parents. Et je rajoute aussi, parce qu'ici, sur cette image, vous voyez toutes les personnes un après l'autre, mais bien sûr, il y a une différence. Les rangs ne sont pas tout à fait pareils, mais il y a certains qui sont très bas et certains très hauts sur cette échelle. Ici, par exemple, vous voyez très bien, si vous êtes issu d'une famille où au moins un parent a atteint le niveau tertiaire, et vous avez 2 tiers de chances que vous avez un diplôme tertiaire aussi, 63%. Ça, c'est donc le plafond adhérent, si vous voulez. En France, c'est encore plus fort, c'est 78%. Par contre, si vous êtes issu d'une famille où aucun des parents a atteint le 2e cycle secondaire, ça tombe à 13%, plus en France, 17%. Et je rajoute, ce qui est important, parmi les 13%, il n'y a que 2 qui arrivent au doctorat. Donc, il y a une rigidité en haut de l'échelle très importante. Ça, c'est le niveau éducation entre générations. Si on regarde la mobilité au cours de la vie, nous ne disposons pas des données au cours de la vie, mais on dispose de panels qui peuvent suivre les gens en 5, parfois 10 ans. Si on regarde 5 ans, pareil, c'est toujours en bas et c'est toujours en haut de l'échelle où il y a le plus de rigidité, mais si vous voyez, il y a 57% sur 5 ans dans les années 2010 des personnes qui sont parmi les 20% les plus pauvres et qui le restent. Et par contre, en haut, cette inertie est davantage prononcée, c'est 70%. En France, le pourcentage est 63 et 71. Il convient aussi de dire que cette mobilité au cours de vie, ou cette mobilité individuelle, a augmenté depuis les années 90 de 5 points de pourcentage, et en bas et en haut, en moyenne, l'OCDE. Elle a augmenté en bas pour la France et resté pareil pour la France en haut. Bon, puisque j'ai fait, dans mon point 2, j'ai souligné qu'il faut toujours regarder, surtout quand on compare entre pays, de quelle dimension nous parlons. Et on a fait un grand tableau, là je fais juste un extrait, avec les 36 pays de l'OCDE, plus certains pays émergents. Et si je reste juste 2 ou 3 minutes là-dessus, si vous voulez bien. Donc, déjà, on a classifié les pays par 3 groupes, des pays avec un niveau d'inégalité d'aujourd'hui, en fait, c'est l'inégalité de revenus, faible, moyenne et élevée. Bon, vous avez une douzaine de pays dans chaque panel, mais je fais une sélection de 4 pays pour chaque de ces 3 panels. Et ensuite, on a regardé ici, dans le premier panel, le niveau de mobilité intergénérationnelle, donc entre enfants et parents, entre parents et enfants. Et ici, c'est la mobilité individuelle, de revenus individuels. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours très important, si on compare le pays, de dire de quoi parle-t-on. Bon, à part le cas de Danemark. Danemark, avec un faible taux d'inégalité, donc un pays le plus égalitaire de l'OCDE, en termes de mobilité intergénérationnelle, en termes de gains, de catégories socio-professionnelles, éducation et santé, c'est élevé. Donc là, et encore, si on regarde la mobilité individuelle, c'est élevé pour le bas, donc c'est plus facile de ascendre dans les 5-10 ans. Par contre, c'est assez faible dans le haut, donc il y a un plafond quand même aberrant en Finlande. Mais sinon, la Finlande, c'est assez clair. Par contre, si vous regardez tous les autres pays, il y a un mélange de qualifications, mais qu'il faut prendre en compte. Donc là, il y a les pays nordiques et la Belgique. Prenons, il faut faire un focus sur la France. En France, donc, comme ça a été mentionné tout à l'heure, le niveau des inégalités de revenus est moyenne, en fait un peu sous la moyenne. France est numéro 12 parmi les 36 pays de l'OCDE. Il faut quand même dire que ça a augmenté les derniers 2 ans.
Mais bon, c'est une autre question. Et il se trouve dans un groupe de pays avec l'Allemagne et aussi avec le Canada. Maintenant, si on compare, si on se focalise seulement sur la mobilité des gains d'activité, des revenus, eh bien, en France et en Allemagne, c'est un des pays aussi plus faibles, comparant avec le Canada, par exemple. Par contre, si vous regardez la profession ou la santé, c'est un autre cas de figure. Pareil pour la mobilité des revenus individuels, vous voyez différentes dimensions qui sont plus fortes ou plus faibles. Donc, si vous voulez avoir une vue d'ensemble, il convient toujours soit de dire, bon, maintenant, je me focalise sur l'éducation et je compare les pays en termes de transmission, de diplôme, etc., ou vous dites, ben, j'aimerais bien avoir un ensemble, et là, je trouve, par exemple, que je ne sais pas, aux États-Unis, en termes d'éducation, comme en Australie, c'est plus élevé qu'ailleurs. Par contre, ce n'est pas le cas si on regarde les gains d'activité. Je reviens au avant-dernier diapo. C'est mon 5e point que j'aimerais mentionner. C'est surtout quand on compare les pays, on se rend compte que les politiques publiques peuvent faire une différence. Ils peuvent jouer et sur les inégalités d'aujourd'hui, mais aussi sur la mobilité sociale et les égalités de chances. Nous avons mis en avant qu'il y a 2 grands axes d'intervention qu'il faut toujours prendre en compte. Le premier, à gauche, donc, c'est d'élaborer des politiques qui sont propres à assurer les égalités de chances pour tous les enfants. Donc ici, on retrouve un peu cette idée d'égalité de chances, d'opportunités, si vous voulez, à long terme. Il y a tout, et je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a tout un panoplie de mesures issues des expériences des pays qu'on met en avant, en passant par l'éducation préscolaire, l'éducation, les politiques pour l'équilibre entre vie familiale et professionnelle et les politiques de redistribution, surtout de patrimoine, qui sont pris en compte ici. Mais en même temps, et surtout dans une situation de crise comme on s'en est aujourd'hui, il faut aussi penser à développer des politiques pour atténuer les conséquences personnelles du choc défavorable. Ça va de soi. Et qui sont donc plus des politiques de protection, mais qui sont axées très souvent et très efficacement sur le marché du travail, et qui doivent bien sûr aussi prendre en compte la nouvelle forme d'emploi qu'on témoigne aujourd'hui. Je finis avec un petit focus sur la France. Donc, on a regardé pays par pays, parmi ces 2 grands axes, quels sont les éléments qui sont les plus prometteurs pour réduire les inégalités et promouvoir les mobilités sociales. Et bien pour la France, on a identifié 3. Le premier étant de réduire les écarts scolaires entre les enfants issus de milieux socio-économiques différents. Ceci est très important car bien que la France est un des pays de l'OCDE qui investit le plus en fait et dans les préscolaires et dans les scolaires, on se rend compte qu'il persiste et en partie même renforce des écarts. Et si vous prenez par exemple les scores PISA en littératie, en numéricie, etc., la France se trouve comme parmi d'autres indicateurs un peu au-dessus de la moyenne. Mais si vous faites une différence entre les lycéens, les étudiants issus de familles favorisées et défavorisées, l'écart est très grand. Donc, les scores PISA pour les enfants issus de familles favorisées sont au top, comme avec le Japon, la Corée, etc. Tandis que les scores PISA des enfants issus de familles non favorisées, donc défavorisées, jouent plutôt dans la ligue avec le Portugal, donc plutôt en bas. Donc, il y a un écart qui est beaucoup plus grand qu'ailleurs. Et je rajoute, cet écart s'est agrandi. J'ai assisté hier à une autre conférence sur les égalités des chances à CNE, au Conseil national de lutte contre l'exclusion, et votre collègue de l'INSEE a démontré que ces écarts se sont en fait
10 ans à communauté. Et il y a 10-15 ans, quand on a commencé PISA, c'était un peu pareil avec l'Allemagne. Et entre-temps, l'Allemagne a un petit peu baissé, tandis que la France, les écarts sont augmentés. Deuxième grand axe prometteur que nous avons identifié pour la France, c'est à réduire le chômage de longue durée. Et ça fait référence pas à la mobilité entre générations, mais plutôt les chocs défavorables, car en France, il y a plus de chômage de longue durée et il a plus d'impact. Donc là, il y a tout un éventail de politiques qui sont en partie déjà en place, mais qu'il faut améliorer. Par exemple, le CPA, en France, c'est un exemple pour d'autres pays, mais pour l'instant, ça ne couvre pas suffisamment des travailleurs avec peu de qualifications. Et finalement, ça a été bien démontré par collègue du cours qu'il faut s'attaquer aux inégalités territoriales qui sont plus grandes en France que dans d'autres pays d'Europe. Territorial, je dirais presque spatial, parce qu'en allant, et c'était très bien montré dans votre diapo tout à l'heure, en allant à l'intérieur des régions et départements, il y a bien sûr cette question si on parle des agglomérations, Paris, Marseille, Lyon, qu'il y a des disparités énormes. Et ça, en fait, appelle à un cumul de désavantages pour la mobilité, pour l'éducation préscolaire, l'emploi, le training, la formation en emploi, mais aussi l'accès aux services santé, services éducation, services transport. Donc, c'est les 3 axes qu'on a proposés pour l'OCDE, pour la France. Tant que j'y pense, une question par rapport à ce que vous avez dit sur la carte que vous avez présentée sur les inégalités, on va dire, en fonction des régions. Donc il y a quelques régions qui sont en bleu foncé. Je ne sais pas si on pourrait la remettre peut-être. Quelques régions qui sont en bleu foncé, donc où on va dire l'espoir de progression sociale, je ne sais pas comment il faut le qualifier, est meilleur que dans d'autres. Pourtant, dans ces régions, je parle la mienne en fait partie, la Nouvelle-Aquitaine. Donc je connais bien, il y a de fortes inégalités territoriales il y a des zones extrêmement rurales et des zones urbaines. Quand on vit à Bordeaux, en clair, c'est complètement différent de quand on vit à l'est de mon département, entre l'est des Landes et du Lot-et-Garonne. Pourtant là, toute la carte est bleu foncé. Voilà, c'est-à-dire que est-ce que ça veut dire que les disparités sont prégnantes entre régions, ou est-ce que dans les régions, en intra, elles n'ont pas été analysées? Je réponds tout de suite? Oui. Ouais. Alors c'est vrai que la région Aquitaine, et encore plus la région Nouvelle-Aquitaine, est un peu hétérogène. C'est peut-être je dirais pas un contre-exemple, mais en tout cas c'est vrai qu'on a des disparités, pas forcément à la faveur de Bordeaux. C'est-à-dire que Bordeaux s'en sort finalement moins bien que le reste des territoires, paradoxalement. D'accord. Et encore une fois, on compare des gens qui ont des origines sociales modestes dans tous ces territoires. On se concentre sur les familles populaires de Bordeaux. Donc si vous comparez sur cette carte, si vous comparez Bordeaux à, je sais pas, au département des Landes ou au département de Pyrénées-Atlantiques, en fait, vous comparez des familles populaires de Bordeaux avec des familles populaires des Landes. Déjà, c'est un exercice de pensée qui n'est pas forcément très évident, mais on a essayé de neutraliser l'effet de l'origine sociale. Donc, c'est pas Bordeaux versus les Landes, parce que Bordeaux, évidemment, il y a plein de classes moyennes, il y a aussi beaucoup de cadres. Donc, si on comparait Bordeaux et les Landes, évidemment, Bordeaux, en termes de destin, s'en sortirait mieux. Mais ça serait un effet juste de l'origine sociale des Bordelais qui est plus favorable sociologiquement que ceux des Landais. Donc là, vraiment, on est sur une origine donnée. Et sur la question de la ruralité, je ne l'ai pas dit, mais les départements ne donnent pas moins de perspectives
aux individus qui y grandissent, dans notre étude en tout cas, mais c'est parce qu'il y a un taux d'émigration qui est plus important dans ces territoires-là. C'est-à-dire que pour réussir, quand on vient d'un territoire rural, ça ne se fera pas forcément sur le territoire, mais ça impliquera vraisemblablement une mobilité. C'est la deuxième question que j'allais vous poser. Voilà. Donc, derrière cette carte, il ne faut pas penser que les gens de la Creuse sont restés dans la Creuse. Peut-être que les gens de la Creuse s'en sortent bien ou mal, ou peut-être, je vais prendre un autre exemple, dans le Limousin, parce qu'ils ont profité d'une mobilité vers une autre ville, vers un autre département. Non, mais voilà. Et donc voilà, il y a d'autres dimensions. C'est la deuxième question que j'allais poser, parce que je ne voyais pas là la différence entre le fait d'évoluer vivre dans une zone rurale, très rurale, et le fait de vivre dans une zone urbaine. Et donc, est-ce que ça veut dire tout simplement que pour accéder à de meilleures conditions de vie, il faut bouger, il faut être mobile physiquement, spatialement? Alors je vais peut-être répondre d'une autre manière, c'est-à-dire que les territoires les plus ruraux ou les plus reculés compensent un développement économique plus faible par le fait de donner un niveau d'éducation correct, voire supérieur à la moyenne aux enfants qui y grandissent, leur permettant, parfois par un parcours de mobilité, leur permettant d'avoir un revenu plus important. En tout cas, ils vont compenser. Voilà, il y a un certain nombre de régions d'ailleurs qui sont détaillées dans la note de mémoire. Il y avait Franche-Comté, il y avait la région du Limousin aussi, qui sont qui donnent plus de perspectives que leur niveau de développement économique aurait laissé penser. C'est-à-dire que justement, par plus d'éducation ou parfois par plus de mobilité, ils arrivent à compenser un développement économique plus faible. Mais alors vous allez me dire, et je ne saurais que répondre, que évidemment on ne permet pas aux gens de rester sur le territoire. J'allais vous le dire. Et donc voilà, donc là on est dans une perspective individuelle, c'est-à-dire que on regarde vraiment l'égalité des chances entre individus, mais évidemment on n'a pas de perspective sur les territoires. On ne dit pas dans quelle mesure ces mouvements de mobilité géographique vont après impacter le développement du territoire. Très bien. Allez-y. Si vous avez des questions. Oui. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour toutes ces présentations. Elles sont toutes très intéressantes. Et puis, je dirais, c'est dense comme information. Je suis très contente, Monsieur le Président, que vous puissiez nous laisser l'accès à ces documents qu'on aura besoin, je pense, de relire à plusieurs reprises pour véritablement se les approprier. Moi, avant la réunion, etc., j'ai été lire un certain nombre de documents, un certain nombre d'informations. De l'OCDE, on voit à un moment donné que en France, il semblerait qu'il faille plus de 6 générations à une personne du bas de la distribution des revenus pour rejoindre la moyenne, ce qui est quand même quelque chose d'assez révélateur et qui apparaît comme l'un des plus mauvais scores au niveau de cette zone OCDE. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle souvent on dit l'ascenseur social en France est en panne. On voit aussi qu'un certain nombre, vous l'avez évoqué tous à différents niveaux en fait, de différentes façons, qu'effectivement le déterminisme social n'est pas le seul facteur, et c'est quelque chose qui est effectivement intéressant de rappeler à un moment donné. Toutefois, aussi, on voit dans d'autres lectures, dans d'autres documents, y compris dans vos propres instances, malgré tout, le déterminisme revient et puis on voit que le capital humain est quand même pointé comme un facteur important dans cette reproduction des inégalités. Alors moi, j'avais une question pour vous trois, si je puis dire, enfin vous quatre. Qu'est-ce qui pénalise le plus la France sur ce terrain-là? Parce qu'en réalité, l'objectif que nous portons ici, c'est de pouvoir peut-être faire des propositions, du moins c'est le sens de cette mission, c'est de pouvoir trouver, identifier
les problèmes pour pouvoir à un moment donné faire des propositions, ce que Madame la rapporteure fera vraisemblablement à l'issue de tous ces échanges et de toutes ces auditions. Et une autre question que j'aurais souhaité vous poser, c'est des réformes menées à l'étranger ont-elles permis de traiter ces différents enjeux? Parce qu'on a bien vu à travers les différents éléments que vous avez communiqués avec nous et les graphes que la France, selon les différents critères, se situe différemment, mais malgré tout, ce problème n'est pas franco-français. Le problème des inégalités, c'est quelque chose qui interroge d'autres pays. Donc, est-ce qu'ailleurs, il y aurait des exemples que vous partageriez, je dirais, de manière un petit peu, avec une certaine acuité, avec nous aujourd'hui? Voilà, Monsieur le Président, je vous remercie. Qui répond? Qui s'y colle? Mettre en avant quelques pistes. En fait, il y a un chapitre entier de cette étude sommaire, si vous voulez, qui décrit des initiatives entreprises dans différents pays de l'OCDE. Donc, mais il faut toujours savoir de quoi peut-on apprendre, parce que si on fait ça, c'est exactement pour apprendre de l'expérience des autres pays et de politiques publiques menées. Et qu'est-ce qui n'est pas comparable? C'est-à-dire certaines politiques, par exemple dans le petit pays non centralisé, comme le mien, l'Autriche, ne peuvent pas être, si on les doubler en France. D'autres, par contre, le peuvent. Donc, prenons juste un exemple parmi une cinquantaine. Je sais qu'il y a beaucoup des efforts en France, des écoles qui sont dans des défavorisés, soit, etc. Et avec des écoles spécialisées depuis 10, 15, 20 ans. Par contre, si on regarde par exemple la Corée ou la Finlande, ils le font aussi, mais ce qu'ils font plus, c'est donner un encouragement aux profs. Et c'est plus qu'un encouragement. Par exemple, en Finlande, d'aller dans le haut du pays, dans le nord, et en Corée, dans les agglomérations qui ont beaucoup de problèmes de chômage. C'est-à-dire, vous gagnerez 2 fois plus à Séoul ou à Turku qu'un prof à Helsinki, dans une région plus favorisée. Et ça paye, parce qu'il y a aussi... ça augmente la mixité sociale. Bon, ça c'est l'éducation, mais on a pris plusieurs champs d'action, donc l'éducation en est un, mais aussi les politiques de logement, par exemple, c'est une autre. On peut s'interroger, on peut comparer quelles politiques de logement peuvent mieux être loties pour permettre plus d'égalité, si vous voulez. Par exemple, peut-être c'est une bonne idée de ne pas trop focaliser et créer des zones mixées les HLM, les logements sociaux, qui par exemple à Vienne consiste 40% de tout le parc logement, et où vous avez toutes sortes, j'ai une complexité de locataires, pas seulement défavorisés. Mais ça veut dire qu'on fait une politique espérée de mélanger. Mais c'est un deuxième exemple. Je pourrais en parler longtemps, mais je pense que ça vaut la peine de regarder ailleurs, mais tout en étant conscient que certains exemples peuvent être suivis, d'autres par la legacy, par la loi, etc., ne le peuvent pas. Alors, je vais essayer de répondre, mais bien sûr, le problème est très complexe, très multifactoriel, et à France Stratégie, on n'a pas
formuler de recommandations précises de politique publique, que ce soit sur l'éducation ou d'autres secteurs, mais en tout cas, on discute plusieurs pistes dans lesquelles les politiques publiques devraient investir plus. Donc si on reprend l'analyse territoriale, parce que ça donne quand même beaucoup d'idées, de dire que voilà, il y a certaines régions qui s'en sortent moins bien et certains quartiers en termes de perspectives pour les individus. La caractéristique de la France, c'est quand même qu'on a ces deux zones au nord et au sud. Et ça rejoint ce que disait Michael Foster tout à l'heure. On a une inégalité territoriale importante avec deux régions qui cumulent des difficultés. Donc Languedoc-Roussillon, enfin l'ancienne région de Languedoc-Roussillon et puis Nord-Pas-de-Calais, un peu plus voilà, la Somme, l'Aisne. Et en fait, c'est une région qui, depuis 40 ans, cumule toujours les mêmes problèmes, avec des taux de chômage importants, un revenu plus faible, avec assez peu de convergence vers les autres territoires. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui étaient pauvres et qui convergent, manifestement en France, c'est le cas de la Corse, c'est le cas des DOM, qui partent d'un niveau de développement plus faible, mais qui on note une certaine convergence économique. Sur le nord et le sud de la France métropolitaine, on ne constate pas ça. Et donc ça veut dire qu'on a après des dynamiques qui se mettent en œuvre sur le long terme, qui vont être défavorables aux individus. Donc on insiste vraiment sur le fait qu'il faut avoir une politique qui vise ces deux grosses régions, ces ensembles de territoires défavorisés, que ce soit par des politiques incitatives pour inciter les entreprises à localiser des emplois de qualité ou à réorganiser leur force de travail pour voilà, mettre des emplois dans ces territoires-là. Sur l'emploi public aussi, peut-être en tout cas à court terme, il y aurait un intérêt pour l'État à localiser un certain nombre d'emplois dans ces territoires-là, d'autant que dans certains cas, ces territoires sont peu dotés en emploi public par habitant. Et puis ensuite, voilà, que dire de plus que d'insister encore et toujours sur le poids de l'éducation. Et évidemment, là, c'est un champ de recherche tellement vaste. Je n'ai pas de recommandations politique publique particulière, mais il faut, voilà, si on veut améliorer l'égalité des chances, ça passera forcément par l'éducation. Donc les politiques de Michael Foster parlait de mixité sociale, de ciblage, voilà. Mais on n'a pas de formulation plus précise là-dessus. Par contre, je voulais quand même, et je le fais à chaque fois et je vais encore le faire aujourd'hui, revenir sur ce chiffre des 6 générations qu'il faut à un ménage modeste à une famille modeste pour revenir à la moyenne, qui est un chiffre qui a eu beaucoup de succès, qui est tiré du rapport de l'OCDE, enfin de l'introduction du rapport de l'OCDE, qui a été énormément repris. Et c'est très bien parce que ça a favorisé le débat sur ces questions-là. Le Secours populaire en a fait aussi une affiche qui est dans le métro qu'on voit partout. Oui, je voulais quand même rappeler les précautions à avoir avec ce chiffre-là, notamment sur les données, j'en ai déjà parlé, mais aussi même sur l'interprétation du résultat. C'est un calcul qui est théorique, qui vise à prendre le coefficient d'inertie dont je vous ai parlé tout à l'heure des 40% et à l'appliquer de manière successive sur 6 générations, de voir qu'est-ce que ça produit comme trajectoire sur les revenus. Et donc le problème, c'est que on a ce chiffre de 40% aujourd'hui en France, mais on n'a absolument aucune donnée sur le long terme, sur la trajectoire des individus sur 6 générations. Il n'y a aucun pays qui a des données aussi précises. Donc voilà, c'est un calcul vraiment théorique. Et d'autre part, sur les 6 générations qu'il faut pour revenir à la moyenne, en fait, au bout de 3 générations, si on reprend la méthodologie, au bout de 3 générations, on est déjà arrivé à 85% de l'écart. Donc on est déjà revenu, il ne reste plus que 15% à parcourir. D'accord ? C'est un peu compliqué, c'est lié au fait qu'on a quelque chose qui n'est pas linéaire. Enfin, je pourrais vous expliquer peut-être si j'avais plus de temps, mais en gros, voilà. Au bout de 6 générations, on est revenu à la moyenne, mais au bout de 3 générations, on était déjà pratiquement arrivé à la moyenne. Et il faut encore 3 générations supplémentaires pour combler ce petit écart. Voilà, juste pour inciter à la prudence sur ce chiffre. Merci. Nous avons notre collègue Taillé-Polian qui est en visioconférence, qui aurait une question et qui sera, si vous en êtes d'accord, la dernière, puisque nous avons déjà dépassé le temps imparti et nous sommes dans le temps additionnel. Merci, monsieur le président. Encore une ? Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend, on t'entend parfaitement.
Très bien, merci infiniment, merci aux orateurs. Je voulais justement rebondir en réalité sur cette question des inégalités. Et ce qu'a dit monsieur de France Stratégie, en fait, me permet de poser cette question de manière plus affinée, parce qu'en réalité, la question que je me posais, c'est, monsieur parlait beaucoup en termes de moyenne, et notamment évoquer le fait que les inégalités en moyenne en France ne connaissaient pas d'approfondissement. Mais qu'en est-il des écarts à la moyenne? Parce qu'effectivement, on a connu notamment, si on mesure en quelques dizaines d'années, les écarts de salaire, notamment à l'intérieur des entreprises, qui se sont énormément accrus. Donc on parle de moyenne, certes, mais là on parle justement de franchissement de génération, mais il s'agit donc de franchir l'écart entre là d'où l'on part et la moyenne. Et si cet écart s'agrandit, même si ça concerne moins de population, c'est d'autant plus difficile de vaincre la pauvreté et la relégation sociale que cela implique. Donc c'était ma question, c'est l'évolution des écarts à la moyenne. Et puis deuxièmement, je voulais appuyer en tout cas en tant que rapporteur spécial sur la mission travail, donc des politiques publiques de retour à l'emploi, par rapport à ce que disait monsieur Forster. Sur la question du chômage de longue durée, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens qui sont vraiment mis, notamment en termes d'accompagnement pour les chômeurs de longue durée, et qui serait important, je pense, pour réduire les inégalités dans notre pays, de mettre vraiment l'accent là-dessus, parce que finalement, on a des politiques de l'emploi qui aident à maintenir un stock. Pardonnez-moi le mot, je ne valide pas personnellement, mais malheureusement, c'est un peu comme ça parfois qu'on peut analyser les politiques d'emploi, où on cherche à faire tourner les populations qui sont, à faire vite retrouver un emploi à des populations qui sont assez facilement, entre guillemets, employables. Et par contre, on délaisse les chômeurs de longue durée qui, eux, je dirais, s'enlisent dans les difficultés et la pauvreté, et donc évidemment favorisent capacité, je ne sais pas si le terme d'inertie là correspond avec le terme qui a été employé au niveau statistique, mais voilà, en tout cas, enlise les personnes dans ces situations-là, et je crois qu'en termes de politique publique, on aurait fort à faire. En plus, évidemment, des questions d'éducation pour aider à la réduction des inégalités de génération en génération. Voilà, mes remarques et questions. Merci, Monsieur le Président. Oui, alors je vais préciser mon propos. Sur le graphique que j'ai présenté tout à l'heure, il s'agissait des distributions de salaires donc, sur le marché du travail. C'était les salaires des hommes. Puisque la littérature est très focalisée sur les liens entre la position des pères et des fils, j'avais préféré publier ces données-là. Donc c'est un graphique qui présente le rapport entre le D9 et le D1. Donc ça veut dire le seuil des 10% les mieux payés rapporté au seuil des 10% les moins bien payés. Et donc là, on a une baisse au cours du temps. Alors c'est vrai que dans le débat public, on a tendance à penser que toutes les inégalités augmentent. Sur le marché du travail, c'est pas si flagrant que ça, parce qu'en fait, dans les années 90, vous aviez quand même un certain nombre de secteurs qui avaient un point important, où il y avait des inégalités importantes. Et le poids de ces secteurs-là a plutôt baissé au cours du temps. Par contre, évidemment, si on regarde d'autres aspects, donc là, c'est un rapport D9 sur D1, donc on ne regarde pas ce qui se passe tout en haut de l'échelle des salaires. Si on regardait les très 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 hauts salaires, là, en effet, depuis une quinzaine d'années, on observe que ces très hauts salaires, ils augmentent de façon plus importante que les autres. Mais d'une part, ça ne joue pas beaucoup sur le niveau de mobilité sociale de l'ensemble de la population. On est vraiment sur une partie très très restreinte du marché du travail. Et d'autre part, comme je disais, pour le reste de la population, on a plutôt une réduction des inégalités. Donc là, je parle des revenus, des salaires. Si on était sur les patrimoines, on aurait encore d'autres diagnostics. Là, il faudrait regarder plus en détail les données de Thomas Piketty notamment et de ses co-auteurs qui regardent l'évolution du patrimoine et notamment, encore une fois, des très gros patrimoines au cours du temps. Et encore une fois, la France, certes, il y a une augmentation, mais ce n'est pas une augmentation qui est aussi importante que dans certains autres pays comme les États-Unis. Donc j'insisterai vraiment sur voilà, le fait que de manière contre-intuitive, la France est plutôt le pays qui a le plus contenu les inégalités de patrimoine et a réduit les inégalités de revenus, même si elles restent à un niveau important. Et encore une fois,
attention de ne pas de ne pas mélanger patrimoine et revenus et d'essayer d'avoir un débat documenté sur ces questions-là. Ça me paraît vraiment essentiel. Nous avons notre collègue Laurent Saumon qui a une question aussi. Oui, merci. Je posais la question dans l'analyse que fait M. Forster. 4 éléments sont pris en compte: les gains, les revenus, la profession. Donc ça, c'est le côté plutôt d'origine sociale. Et l'autre, l'éducation et la santé, qui est plus d'origine, j'allais dire, du domaine des politiques publiques, justement. Après, vous avez parlé aussi. Donc je m'interrogeais de savoir si en France, alors vous avez dit également dans la première présentation que les moyens qui étaient mis, par exemple, sur l'éducation étaient parmi les plus élevés au niveau européen, malgré des résultats qui ne sont pas satisfaisants, et aussi de l'analyse territoriale que vous avez faite, et en particulier pour ma part, je suis sénateur dans les Hauts-de-France, et donc effectivement, on a ce souci de cumuler un certain nombre de déficits. Est-ce que ça voudrait dire, in fine, qu'à la fois, je dirais, un certain nombre de politiques nationales publiques, telles l'aménagement du territoire qui a été abandonné, puisque vous avez parlé qu'il était nécessaire d'avoir une convergence économique pour voir une amélioration de la situation dans les territoires, je pense en particulier à la Bretagne, par exemple, qui l'a réussi, et la politique de la ville, est-ce que ça a été mesuré pour savoir si ces politiques de la ville, qui touchent un peu tous les domaines, à l'éducation, à la santé, au logement, est-ce que dans les analyses que vous avez pu faire, vous avez pu analyser des améliorations suite à ces mesures publiques qui ont été prises à des niveaux quand même très importants, en particulier en France, ou est-ce que finalement on pourrait constater que c'est un échec? C'est une question que je ne peux pas répondre, car disons 3/4 du rapport est analytique, donc empirique. On compare les indicateurs et on fait les indications aussi par pays. Et ensuite, nous avons regardé des exemples par pays. Par contre, par exemple, la politique de ville, il n'y a pas un éventail de le comparer entre pays. Et nous n'avons pas fait à part, en fait, on a fait 2 pays, 2 revues de pays plus approfondies, où nous avons parlé avec les acteurs, les NGO, les politiques, etc., pour faire un rapport de 50-60 pages c'était sur 2 pays spécifiques où on a traité exactement ces questions. Mais bien que je l'ai proposé à nos comités à l'intérieur de l'OCDE, ces genres de revues, il n'y avait pas de suite pour l'instant pour la France. Donc ça démontre vraiment une mission plus approfondie pour vraiment pouvoir aussi suivre dans le temps le possible succès ou pas de certaines politiques, notamment politiques de ville, comme vous dites. J'aurais voulu répondre aussi ou donner un commentaire à l'intervention tout à l'heure sur la politique d'emploi et face au chômage de longue durée, etc. Je ne sais pas quel journal je l'ai lu avant-hier, mais nous, on met toujours en avance l'importance des politiques actives du marché du travail. En fait, ça rappelle à des politiques préventives. Et dans un des journaux, je lu avant-hier que ce qui est, pour les politiques, ne se monétarise pas, c'est-à-dire il n'y a aucun électorat qui va dire « Ah, vous avez réussi à prévenir qu'il n'y en a pas beaucoup de chômage de longue durée, etc. » Donc c'est beaucoup plus difficile à promouvoir, d'avoir du succès dans ces politiques préventives qui sont par exemple les politiques de marché du travail actives. Dans le rapport, on a un joli très simple graphique où on montre l'effort qui est fait en politique préventive pour le marché du travail et le risque des travailleurs, des personnes de la classe moyenne de glisser vers le bas, vers la pauvreté, si vous voulez. Donc c'est un risque de mobilité négatif. Okay? Et il y a un rapport très très clair. Mais bien sûr, ce n'est pas un graphique que vous allez trouver en François ou même pas dans le monde, parce que ça rappelle le succès des politiques
en amont, si vous voulez. C'est beaucoup plus facile de, entre guillemets, vendre des politiques qui passent après. C'est-à-dire, il y a une crise, on fait en marche les prestations, mais c'est pour ça qu'ils sont là, les prestations. Évidemment, on constate que les inégalités n'ont pas augmenté autant, par exemple en France, en Allemagne, l'année dernière, qu'on aurait pu le craindre parce que les prestations ont joué leur rôle. Mais ça, c'est très facile à démontrer et ça, on peut faire, si vous voulez, tout un discours là-dessus sur le succès. Pour la politique préventive, c'est beaucoup plus difficile. Je reviens, il y avait aussi une question sur la santé, si j'ai bien compris, parce que ça, moi, je tenais beaucoup qu'on met aussi un peu la mobilité en santé dans ce rapport. Et là encore, il y a un autre graphique hyper simple qui montre les pays qui donnent plus d'efforts, mais monétaires tout simplement, en termes de personnel en santé, se retrouvent tout en haut de l'échelle positive de mobilité dans la santé. Donc, des politiques ont un rôle. Maintenant, votre question précise, c'est une deuxième étape. Dans une deuxième étape, il faut passer comment dirais-je, des axes de politique à des mesures. Et là, il faut vraiment faire un revue pays que j'aimerais bien faire dès que possible. Monique. Oui, merci Monsieur le Président de rallonger un petit peu. Juste pour mesdames de l'INSEE, est-ce que je résume bien, est-ce que j'ai bien compris si je dis que la mobilité sociale, que les choses ont progressé, ont plutôt progressé depuis, je ne sais plus à partir de quand vous faites partir votre analyse, 64, c'est ça 60, voilà. Mais qu'elle stagne par contre de... 90. C'est ça ? C'est-à-dire, est-ce que vous diriez donc que la situation d'une génération par rapport à une autre s'est considérablement améliorée jusqu'aux années 80, 90 ? Et que depuis, la progression s'est non pas arrêtée, mais ralentie. Est-ce que c'est bien ça ? Et pour compléter la question de Monique, si je puis me permettre, est-ce que la croissance en France, et c'est entre guillemets, on connaît quand même une période difficile depuis les années 90-2000, est-ce que c'est lié aussi, la mobilité sociale est-elle liée directement à la croissance économique ? Comme vous avez dit tout à l'heure que c'était stagnant depuis qu'il y avait un palier dans les années 90 et que ça, entre guillemets, à partir des années 90-2000, il n'y a plus forcément de croissance dans ce pays, est-ce que c'est lié à cela ? Ça, c'est pas quelque chose que l'étude fait, relier la croissance et le taux de mobilité sociale. Une des raisons aussi de la stagnation du taux de mobilité sociale ou par exemple pour les hommes, un peu de la réduction de la prédominance des mouvements ascendants sur les mouvements ascendants, elle est aussi liée au fait que il y a eu un essor, une qualification des emplois qui a beaucoup progressé justement jusqu'au milieu des années 90 et ensuite cette croissance de la qualification des emplois, ça a assez ralenti. Et ça, c'était une des explications avancées au fait qu'on restait un peu sur des chiffres assez stables. Et la dernière question que je souhaitais poser, vous avez souligné, monsieur, l'importance de l'éducation. On sent, effectivement, c'est quelque chose que nous relevons régulièrement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des disparités importantes sur le territoire ? Normalement, l'éducation, si je prends le vocable éducation nationale, l'éducation qui est dispensée à tous les enfants est la même dans le pays. Or, ça ne se remarque pas quand on regarde les différents graphiques que vous nous avez montrés. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait arriver peut-être à des politiques différenciées en fonction des territoires, en gardant une base commune, mais en faisant des efforts supplémentaires dans certaines parties du territoire?
Et qu'est-ce que vous pensez aussi de tout ce qui n'est pas délivré par l'école, c'est-à-dire qui concourt à l'éducation des enfants, mais en dehors de l'école. Nous avons aujourd'hui des familles qui peuvent être déficientes et pas forcément que dans les milieux sociaux extrêmement défavorisés. Nous avons, me semble-t-il, des mouvements, je l'avais dit en introduction avec Jean, alors qu'il s'agisse, je veux choquer personne, hein, mais c'était des mouvements populaires, il y avait aussi des mouvements religieux. Je ne parle pas de mouvements religieux au sens où on l'entend aujourd'hui, mais je me souviens quand j'étais enfant, pour être clair, en zone rurale, il y avait ce qu'on appelait la JOC, enfin des organismes comme ça, qui structuraient, qui proposaient des activités aux enfants, qui permettaient de rester dans certains cadres. Tout ça, aujourd'hui, complètement éclaté. Et je pense d'ailleurs qu'au contraire, on peut voir l'émergence de certains mouvements religieux, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes vocations. Donc je ferai attention à ce que je dirais sur ce sujet-là, n'est-ce pas ? Mais enfin, aujourd'hui, tout un tas de mouvements ont disparu. Les mouvements d'éducation populaire souffrent. Et pourtant, je suis convaincue qu'ils ont une importance capitale pour aider à réduire les inégalités. Est-ce que vous avez déjà un petit peu travaillé, enfin, j'imagine, là-dessus ? Est-ce que vous avez des choses... C'est très vaste, hein, excusez-moi, en fin de réunion. Non, mais vous parlez des effets de contexte, en fait. Enfin, dans les différences territoriales, on sait que le contexte historique, social du territoire va jouer. C'est comme ça. Il y a des territoires, je ne sais pas, on peut citer l'Aveyron, par exemple. Il y a une spécificité de l'Aveyron. Les structures sociales ne sont pas les mêmes en Aveyron qu'en Lozère, et il y a eu beaucoup plus de mobilité géographique en provenance de l'Aveyron, historiquement, depuis 200 ans, c'est comme ça, il y a un contexte. Ouais. Et en fait, on peut dire ça pour beaucoup de territoires, c'est-à-dire que finalement, les politiques publiques sont assez peu attentives au contexte. On a des politiques qui appliquent des politiques qui sont... Enfin, on a des politiques qui appliquent des objectifs qui sont déterminés à un niveau national. Et finalement, les effets de contexte sont assez peu pris en compte. Ensuite, c'est très difficile de prendre en compte ces effets de contexte. C'est facile de dire qu'ils existent et qu'ils jouent sur les destins, mais faire que les politiques éducatives arrivent à compenser ces effets de contexte, les prendre en compte, c'est quelque chose de très très compliqué. En tout cas, on n'a jamais réussi à progresser sur cette question, notamment en France Stratégie, mais ailleurs. Hein. Il n'y a pas vraiment de boîte à outils très simple sur ces questions-là. Et puis en plus, comme je disais, il y a le territorial, mais il y a aussi l'origine sociale qui est très hétérogène sur un territoire. C'est-à-dire que sur une agglomération, sur une commune, de toute façon, il y a des personnes d'origine sociale différentes qui vont se retrouver dans des établissements scolaires, et on n'est pas capable de cibler les différents individus au sein d'un établissement. Enfin, on fait ça très très difficilement. Et donc à l'échelle d'un territoire, ça joue aussi. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut cibler un territoire ? Est-ce qu'il faut cibler certains individus sur certains territoires ? Ça pose des questions très compliquées. Et je voulais reparler aussi de quelque chose que j'aurais dû dire dès le départ de ma présentation. C'est que j'ai beaucoup insisté sur les aspects territoriaux de l'inégalité des chances, mais le facteur territorial joue quand même moins que l'origine sociale. Donc, je parlais d'un écart de 1 000 € entre un enfant de cadre et un enfant d'ouvrier à l'âge adulte. Au niveau territorial, c'est plutôt un écart de 300 €. Enfin, voilà, c'est pour donner des chiffres, pour situer les ordres de grandeur. Et donc, du coup, si on veut favoriser l'égalité des chances, la question territoriale va être importante, mais la question sociale l'est tout autant. Et donc, ça pose les mêmes problèmes de ciblage au sein des établissements, au sein des territoires. Et je n'ai pas les éléments pour vous donner des idées plus concrètes sur ces questions-là, en tout cas. Question courte, réponse courte.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je me rends compte que j'abuse sans doute du temps, mais c'est passionnant. Moi, j'avais juste une dernière question très courte sur le genre, en fait, mesdames. Vous avez évoqué des études où on voyait la comparaison mère-fille, père-fils. Et en fait, vous avez évoqué à la marge que parfois on faisait fille-père. En revanche, qu'est-ce que ça donne en résultat si on devait faire tout simplement une comparaison? Est-ce que cela a été fait enfant-parent, c'est-à-dire qu'au-delà du genre, pourquoi ce comparatif genré? Je ne suis pas, vous voyez, je n'ai pas vos compétences, vos expertises. Ma question vous paraît peut-être anachronique, mais j'aimerais comprendre. Merci beaucoup. Alors, traditionnellement, l'analyse de la mobilité sociale se fait en comparant des enfants de même genre. Donc on fait l'analyse souvent entre fils. De l'étude en tant que telle. Tout à fait. On trouve généralement dans la littérature des éléments qui comparent les fils aux pères. Donc là, pour nous, la nouveauté, ça a été d'introduire la mobilité sociale des femmes, puisque c'est devenu un élément important à prendre en compte dans l'analyse aussi de la mobilité sociale. Donc la question était de savoir comment intégrer les femmes au sein de cette analyse. Donc la première idée a été de comparer d'abord les filles à leur mère. Évidemment, on a été contraint à un problème de champ d'analyse, puisque plus on recule dans le temps, moins il y avait de femmes qui travaillaient en activité. Donc il a été important de compléter ces premiers éléments fille-mère par une analyse complémentaire fille-père. Après, des éléments sur la mobilité sociale enfant-parent, ça n'a pas été fait. En fait, vous voyez, très prosaïquement, on prend la catégorie socio-professionnelle d'une personne et il faut la comparer à quelque chose d'autre. Donc si on dit les parents, il faut pouvoir définir une catégorie socio-professionnelle des parents. Donc c'est vrai que traditionnellement on choisit toujours une personne. Pendant très très longtemps ça a toujours été le père parce que c'était l'homme qui travaillait, voilà, etc. Alors aujourd'hui il y a depuis le Conseil national de l'information statistique a travaillé sur la question. Il y a un groupe de travail, donc il y a une proposition de PCS définie au niveau du ménage, donc effectivement qui prend en compte le fait d'être en couple et qui définit quelque chose au niveau du ménage, donc soit au niveau d'une personne si elle est seule, soit au niveau du couple. Après, c'est une notion qu'on a essayé ces derniers temps de mobiliser pour travailler un peu sur ces questions de trajectoire, mais qui n'est pas simple non plus d'utiliser parce qu'elle mêle à la fois des notions de catégorie socio-professionnelle individuelle et aussi de sa trajectoire matrimoniale, en fait, matrimoniale conjugale, et ce qui pose aussi des problème de comparaison parce qu'il faut hiérarchiser, on se met à hiérarchiser aussi des choses, des trajectoires conjugales. Et voilà, donc c'est pas si aisé que ça d'arriver à comparer une personne, on arrive pas mal à le faire, comparer une personne, définir le milieu social de manière générale quand on commence à regarder le père, la mère, les mettre ensemble, c'est pas si simple que ça en fait. Je voulais juste faire une observation. Il faut penser aux familles monoparentales qui sont de plus en plus présentes dans notre société. Je plaiderais pour que nos façons de faire les statistiques évoluent aussi dans ce sens-là, en fait, qu'on en tienne compte de plus en plus. On tient beaucoup compte des familles monoparentales dans les statistiques de l'INSEE. Vous les retrouverez dans tous nos chiffres. Elles sont bien prises en compte. On sait que leurs niveaux de vie sont moins bons, leur taux de pauvreté est très fort. C'est vraiment une catégorie qu'on prend de façon assez systématique en compte.